Sud Radio, les Jeux dans tous leurs états. Maxime Liédo, Joseph Ruiz. Et vous le savez, c'est le rendez-vous habituel parce que Sud Radio, entre midi et 13h, vous fait vivre ces JO comme personne. Nous sommes avec Joseph Ruiz. Bonjour Joseph. Bonjour Maxime, bonjour à tous. Et sans plus attendre, on part du côté de Bercy où se trouve Clément Arion. C'est une ambiance de folie. Clément, bonjour. Bonjour Maxime, bonjour Joseph. Qu'est-ce qui se passe actuellement à Bercy ? Eh bien, du basket avec l'Allemagne qui affronte la Grèce en ce moment même. On est passé des tapis de gym au panier de basket ici à l'Arena Bercy, la salle qui s'est transformée en l'espace de 17 heures en grande partie donc cette nuit. 500 personnes mobilisées, un travail acharné puisqu'il faut d'ordinaire 48 heures pour transformer l'Arena Bercy en salle de basket. Donc voilà, un travail acharné, impressionnant. Des gradins au sol ont été déployés. Il y avait 9000 spectateurs à la gymnastique et on sera 12 000 aujourd'hui pour le basket. Il a fallu 3 heures pour simplement installer le parquet. Pour vous donner une idée, des milliers de kilomètres de câbles également déplacés pour assurer la retransmission télé. Visiblement, ça s'est passé sans encombre parce que les quarts ont déjà démarré ce matin. Allemagne-Grèce pour l'instant. Les Allemands qui mènent 50-49 dans le troisième quart-temps. Et les quarts de finale de basket, il y a du très très haut niveau. L'Allemagne-Grèce par exemple, c'est un très gros match, Clément Arion, auquel vous êtes en train d'assister. Et alors ce soir, on les attend avec impatience parce qu'à 18h, il y a nos Bleus qui jouent. Eh oui, France-Canada ce soir pour ces quarts de finale. L'équipe de France, Joseph, qui ne nous a pas vraiment convaincus dans ces phases de poule. On n'est pas favori, on va pas se mentir. On n'est pas favori non plus, mais il y a eu quand même quelques tensions entre Vincent Collet, le coach, et ses joueurs. Un projet de jeu aussi qui pose question. Bon, on va voir. Ils ont eu quand même 4 jours pour se remobiliser, les basketteurs français. On suivra ça évidemment sur Sud Radio ce soir dans les vraies voix. Et puis on aura les États-Unis aussi à 21h30 ce soir. Voilà un beau programme pour le basket aujourd'hui. Vous avez une belle journée effectivement du côté de Bercy. Et effectivement, le basket homme est la seule équipe de France où il y a eu de la polémique publiquement entre Vincent Collet, le sélectionneur de l'équipe de France, et Evan Fournier, l'un des joueurs, l'un des leaders qui clairement se sont affrontés par médias interposés en disant qu'ils n'étaient pas trop d'accord avec le projet de jeu. Donc comme Clément nous l'a raconté, on va suivre ça. Rendez-vous à 18h France-Canada. Et voilà, merci beaucoup Clément, n'hésitez pas d'ailleurs à revenir vers nous dès qu'il se passe quelque chose d'extraordinaire et merci encore de nous faire vivre ces JO comme personne depuis la salle de Bercy notamment. On va passer à un sujet très important, Joseph, puisque les organisateurs avaient fait, on l'a vu un peu partout, de l'accessibilité des JO un point central de la candidature parisienne et quelques 350 000 visiteurs en situation de handicap sont attendus. Mais est-ce que Paris est au rendez-vous? Apparemment pas tant que ça. On va se poser la question avec Nicolas Méry. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes conseiller national accessibilité universelle au sein de l'association APF France Handicap. Alors ce qui nous a un peu interpellé hier, c'est que Dominique Farrugia a mis un tweet sur X en disant: ces Jeux Olympiques sont une réussite. Dommage que Paris ne soit pas devenu plus accessible pour les PMR. Est-ce que vous avez l'impression de votre côté que ces Jeux Olympiques sont au rendez-vous pour les personnes à mobilité réduite? Écoutez, côté APF France Handicap, pour le moment, nous, on n'a pas de mauvais retour de la part de nos adhérents ou de nos délégations départementales. On a plutôt même des retours positifs, notamment en ce qui concerne l'excellent accueil bienveillant, que ça soit des volontaires ou même des forces de l'ordre. Et puis avec des petites attentions, comme par exemple des fontaines à eau qui sont y compris accessibles aux personnes en fauteuil roulant. Ou alors par exemple des espaces d'aisance canine pour les chiens d'assistance pour qu'ils puissent faire leurs besoins. Ou des salles d'hypostimulation, par exemple à l'Arena Adidas La Chapelle, sympa, ça. Ou à Roland-Garros, ce qui permet à des personnes qui auraient des troubles psychiques ou qui auraient besoin de se reposer, tout simplement, même si on n'a pas de troubles psychiques, de pouvoir un petit peu pouvoir se ressourcer. Donc plutôt globalement des retours positifs. Ce qui est également apprécié, c'est que quand on est une personne en situation de handicap et qu'on a acheté un billet, on nous envoie un guide très complet avec des informations fort utiles et intéressantes. Après, il y a des espaces évidemment d'amélioration, notamment pour la signalétique des places de stationnement pour les PMR qui sont sur le domaine de la voirie. Là, il y a pas une très très bonne signalétique. Et ça a posé problème depuis le début des Jeux Olympiques?
On a quelques retours, effectivement, où par exemple, si vous allez à Bercy ou si vous allez au Grand Palais, quand vous êtes en véhicule, vous avez du mal à trouver effectivement les emplacements dédiés, les places de stationnement dédiées au public PMR. Parce qu'il n'y en a pas assez ou parce qu'ils sont mal indiqués? C'est parce qu'ils sont mal indiqués. Il y en a, ça c'est prévu. On y avait travaillé d'ailleurs avec les organisateurs depuis plus de 2 ans. Donc les places existent, simplement elles sont pas très bien signalées. Ouais. Bon, en tout cas, on voit bien qu'il y a un retour de votre côté, Nicolas Méry, conseiller national accessibilité universelle au sein de l'association APF France Handicap, que les Jeux Olympiques, c'est plutôt positif du côté du COJO de Paris 2024. Mais est-ce que la mairie de Paris, de son côté, a bien organisé tout ça pour les personnes à mobilité réduite? Et je pense notamment au transport en commun. On sait que ça a été une vraie question. Et est-ce que aujourd'hui, les problèmes sont réglés et toutes les stations sont bien accessibles? Oui, alors je vous remercie de votre question. Alors il faut savoir que pour les transports publics en Île-de-France, c'est Île-de-France Mobilité qui est l'autorité politique, ce n'est pas la mairie de Paris. Donc ça c'est très important à savoir. Donc c'est Île-de-France Mobilité qui a en charge le métro, le RER, le bus, le tramway. Donc pour le bus, c'est relativement satisfaisant, de même que pour le tramway. Après, bien évidemment, l'énorme point noir, c'est le métro, puisqu'il n'y a que la ligne 14 qui soit accessible. Et les nouvelles lignes des prolongements des lignes 4 et 11. En revanche, là, ce qu'on trouve scandaleux à APF France Handicap, c'est que les stations de métro qui font l'objet de travaux lors de rénovation, on en rénove à peu près 3 à 4 par an, n'est pas pris en compte le paramètre de l'accessibilité. Ce qui est absolument scandaleux, parce que quitte à faire des travaux, on rénove 3 à 4 stations par an, autant prendre en compte le paramètre de l'accessibilité. Alors, vous êtes en train de nous dire qu'il y a à peine 10% des stations de métro qui sont accessibles au PMR. En revanche, on n'en rénove que 3 à 4 par an et même pas forcément accessibles au PMR. Exactement. Ce qui est d'autant plus scandaleux, ce qu'on trouve à APF France Handicap, c'est que on aurait pu s'inspirer, pour le coup, des Jeux Olympiques et Paralympiques de Londres en 2012. Alors, pourquoi? Parce que, alors que le métro londonien est beaucoup plus vieux que celui de Paris, 1873 pour le métro de Londres, 1900 pour celui de Paris, et que surtout, il est beaucoup plus profond, 30 à 40 mètres de profondeur. Et malgré tout, en 2012, par volontarisme politique, du coup, on est arrivé à 18% de stations accessibles en 2012. Et maintenant, ils sont bien au-delà. C'est pour ça que côté APF France Handicap, on demande au moins à ce que, en termes d'héritage, parce que si on parle d'héritage, c'est ce qui va au-delà des obligations légales et réglementaires, est-ce qu'au moins Île-de-France Mobilité et sa présidente Valérie Pécresse puissent prendre une décision de principe qu'à chaque rénovation de station de métro, au moins soit pris en compte là. Nicolas Méry, la question qu'on a envie de vous poser en vous écoutant avec Joseph, c'est est-ce que tous les progrès qui ont été faits sur les emplacements sportifs dans des endroits très précis de la capitale, après les JO, vont être pérennisés? Oui, alors tout ce qui est site olympique et paralympique, oui, ça va être pérennisé. Je prends l'exemple, par exemple, des 3000 logements du village olympique. Tout va être versé dans le parc social et privé. Et ce sont des appartements entièrement accessibles, y compris le balcon, alors que ce n'est pas une obligation réglementaire. Voilà. Alors après, pour le transport public, après l'héritage est très faible, parce que on ne va avoir, pour ce qui va dépasser les obligations légales et réglementaires, qu'une flotte supplémentaire de 1000 taxis assez accessibles, puisque l'État a mis à disposition des artisans taxis des sommes pour leur permettre d'acheter un véhicule accessible. Bon point en gros pour Paris 2024, on l'a bien senti, avec quelques points d'amélioration sur l'accessibilité des places disponibles à proximité des sites olympiques, Nicolas Méry. Mais en revanche, il va y avoir un gros travail du côté de la mairie de Paris pour l'accessibilité des transports. Merci beaucoup Nicolas Méry, conseiller national du côté de l'association APF France Handicap, d'avoir été avec nous. Et vous devez rester évidemment avec nous sur Sud Radio, parce que dans quelques instants, c'est la chronique de Quentin Gérard avec la folie des goodies des Jeux Olympiques, et ça, c'est uniquement sur Sud Radio. À tout de suite. On vit ensemble ces JO jusqu'à 13h et on se quittait après la pub, je vous l'avais promis, le voici, c'est la chronique de Quentin Gérard. C'est la folie autour des goodies à Paris. Vous savez, les goodies, c'est ces fameux objets, les t-shirts, les tasses, les peluches. Et chaque jour, c'est plus de 15 000 personnes qui s'arrêtent en espérant trouver ce fameux Graal. Et déjà, des objets sont en rupture de stock, Quentin. Oui, un bâtiment qui est assez impressionnant, de plus de 1000 mètres carrés, recouvert de planches de bois. Des centaines de personnes à l'extérieur dans la file d'attente pour amener un souvenir avec tout ce
monde, pas facile de rapporter ce que vous voulez. Après 2 tentatives, Valentin a réussi à acheter le maillot des JO à 80 €. Il a quand même dû s'y reprendre à plusieurs reprises. Ils sont victimes de leur succès, donc tous les jours il faut venir assez tôt. Mais du coup en parallèle il y a une queue qui est assez longue. Donc c'est premier arrivé, premier servi. Mathieu lui aussi sort de la boutique avec un sac bien rempli. Il vient de Toulouse et reste encore quelques jours pour voir le hand. C'est un petit peu le passage obligé, ramener un petit peu de souvenirs pour la famille, les enfants, etc. Et c'est un peu le parcours du combattant pour y accéder parce qu'il y a énormément de monde. Et une fois à l'intérieur, malheureusement, le choix n'est plus forcément au rendez-vous. Moi, par exemple, ça fait 3 jours que je cherche un maillot de basket que je ne trouve pas, et malgré avoir fait toutes les boutiques, c'est dommage comme ça, mais au final je me suis rabattu sur d'autres choix. Et certains arrivent à un moment idéal dans cette boutique des Champs-Élysées, comme Charlène, venue avec une copine, sourire aux lèvres, elle repart avec tout ce qu'elle voulait. On a eu de la chance parce qu'on n'a pas trop fait la queue, mais il y avait énormément de monde à l'intérieur et on ressort avec quelques peluches friges et un t-shirt comme prévu. Et que sur chaque boutique vendue, un pourcentage revient au comité olympique, une somme qui permet de financer une partie des Jeux olympiques et paralympiques. Merci beaucoup Quentin pour votre chronique. La peluche frige. La peluche frige qui au début on s'en est beaucoup moqué et qui devient maintenant une véritable mascotte. Il y en a partout. Exactement, cette peluche rouge en bonnet frigien. Exactement. Merci beaucoup Quentin et on vous retrouve évidemment demain dans ces JO dans tous leurs états que j'ai le plaisir de présenter aujourd'hui avec Joseph évidemment. C'est le côté handball maintenant qui va nous intéresser. Camarade Joseph, parce que nos joueuses sont dans une étape cruciale de ces JO. Exactement. À 13h30, là, dans un peu plus d'une heure, on a nos Bleus, l'équipe de France féminine de handball qui est tenante du titre, on le répète, olympique, qui joue un quart de finale contre l'Allemagne. Et donc, pour en parler, on est avec une ancienne internationale française, championne olympique en titre. C'était à Tokyo en 2021 avec Blandine Dansette. Bonjour. Bonjour. Alors merci beaucoup d'être avec nous sur Sud Radio. On va pas se mentir, la phase de poule de l'équipe de France nous a plutôt donné envie de rêver. Est-ce que nos Bleus sont favorites contre les Allemandes qu'on connaît peut-être un tout petit peu moins de notre côté? Forcément, la France est championne du monde en titre, championne olympique. La France est attendue dans le dernier carré, donc forcément on est donné favori aujourd'hui en quart de finale contre les Allemandes. Les Allemandes ont un peu plus peiné sur la phase de poule. Nous, les Françaises, ont déroulé, ont montré du joli jeu, sont montées en puissance au fur et à mesure de la compétition. Et on attend de voir leur performance. Maintenant, on attaque les matchs coup près, les matchs à élimination directe. Donc c'est toujours un petit peu plus tendu. Elles ont changé d'endroit. Elles sont au stade Mauroy à Lille, dans une salle avec 27 ou 28 000 personnes. Donc ça va être une grande fête en espérant qu'il y ait du monde dans les tribunes pour les encourager. Il devrait quand même y avoir du monde. On sent bien que cette équipe de France de handball, elle est toujours très très appréciée par l'opinion et par les Français. Vous étiez dans cette équipe championne olympique il y a 3 ans, Blandine Dansette. Est-ce qu'elle a véritablement changé cette équipe? On parle d'expérience, on a gardé un peu les mêmes joueuses, ça a beaucoup bougé? Ouais, il y a la moitié des joueuses qui sont toujours là actuellement dans l'équipe et puis l'autre moitié qui n'est pas présente. Cette équipe a évolué, il y a de la jeunesse, de la fougue, un peu d'insouciance qui est arrivée, qui fait du bien aussi à cette équipe de France de handball, mais on voit qu'elle continue à performer, peu importe les joueuses sur le terrain, donc c'est ça qui est bien. En France, on a un gros réservoir de joueuses qui performent et ça fait plaisir à voir. Alors, il y a toujours un homme qui ne bouge pas, c'est Olivier Crumbles, c'est un sélectionneur. On sait que les sélectionneurs des sport co français sont aussi des vrais leaders. Aujourd'hui, c'est toujours le vrai patron, c'est le leader de cette équipe. Est-ce que vous pouvez nous en parler d'Olivier Crumbles? Ouais, Olivier, c'est le patron. On voit que il récolte des titres et des médailles à toutes les compétitions quasiment. C'est Olivier Crumbles. Il a une aura et puis surtout il sait s'entourer. Il a construit son staff autour de lui avec des gens qui performent et qui travaillent. Un staff technique impressionnant qui passe énormément de temps sur de la vidéo. Il dorment pas beaucoup pendant les compétitions. Lui non plus.
plus, et puis un staff médical et tout le staff qui est autour de lui. Il y a beaucoup de compétences et c'est ça qui fait la force de cette équipe de France, c'est qu'il a su bien s'entourer et lui il fait les bons choix au bon moment et il emmène les meilleures joueuses, celles qui vont performer pour aller gagner des titres. Donc voilà, il est là depuis un moment et c'est pas pour rien, c'est qu'il performe et il continue à montrer qu'il est l'homme du moment et l'homme qu'il faut pour cette équipe de France féminine de handball. Blandine Dansette, vous êtes avec nous sur Sud Radio. On rappelle, vous êtes ancienne internationale française et championne olympique en titre à Tokyo. Vous avez pu parler un peu à vos anciennes coéquipières qui sont en ce moment à Paris. C'est quoi leur état d'esprit? Qu'est-ce qu'elles vous disent un peu sur le public, sur le village olympique, elles sont du côté de Pierre-Mauroy, mais quel retour, quel est leur état d'esprit en ce moment? Elles en prennent plein les yeux, elles sont super contentes. Elles ont passé la première semaine au village olympique et c'était waouh, c'était le plus beau des villages comme elles nous disent. C'est vrai. Et puis cette ferveur en France, on le voit pour le handball, mais on le voit pour tous les sports. Franchement, ça fait plaisir à voir des Français qui sont enthousiastes et qui aiment aller soutenir les athlètes français. On voit que l'équipe de France olympique remporte de nombreuses médailles et c'est pas fini. Les filles, elles sont ravies. Les filles, elles sont super contentes, mais elles n'ont qu'une chose en tête, c'est aller décrocher cette médaille d'or olympique, conserver le titre et en plus à la maison, ce serait tellement beau pour elles. Je sais qu'elles sont concentrées pour la suite de la compétition et qu'elles vont tout donner sur le terrain pour y arriver. On va être derrière elles en tout cas. 13h30, ce match entre la France et l'Allemagne, quart de finale. On continue à en parler. Merci beaucoup Blandine Dansette, championne olympique à Tokyo, d'avoir été avec nous sur Sud Radio. Et on accueille à l'antenne Emmanuel Mayonade qui est coach du Metz handball et entraîneur vous avez été entraîneur des Pays-Bas au championnat du monde 2019. D'ailleurs, vous êtes français, Emmanuel Mayonade. Vous êtes l'un des meilleurs coachs actuellement en activité. Bonjour. Bonjour. Alors merci beaucoup d'être avec nous en ce moment. Alors vous avez entraîné les Pays-Bas d'ailleurs au championnat du monde en 2019. Donc vous voyez ce qui peut être perçu aussi dans la presse étrangère. Elles sont favorites aujourd'hui ces Françaises de ce tournoi olympique ou pas? Oui, je pense bien évidemment qu'elles le sont. Après, elles se sont gagné le droit d'être clairement eu égard des prestations passé, championnat du monde, les derniers Jeux Olympiques de Tokyo, et puis parce qu'elle montre depuis le début de la compétition, ça me semble être clairement l'équipe la plus stable, indépendamment du fait que seule la France n'a pas encore perdu. Il n'y a pas eu énormément de débats sur l'ensemble de la compétition. Elles sont favorites aujourd'hui en quart de finale. Si l'aventure elle passe, elles le seront aussi en demi-finale face au vainqueur de Suède-Hongrie. Mais encore une fois qu'on se l'est dit, il faut faire un match de handball de qualité face à une équipe d'Allemagne, effectivement, qui est passée par la toute petite porte au goal average particulier pour terminer 4e de sa poule. On va être derrière. Il y a un mot, Emmanuel Mayonade, on voit que les équipes de sport co françaises sont franchement performantes, que ce soit chez les filles, chez les garçons. Vous entraînez Metz actuellement, d'ailleurs vous sortez à peine de l'entraînement, on vous en remercie d'être avec nous. Vous avez entraîné du côté des Pays-Bas. Est-ce qu'il y a une culture différente des sport co en France que vous avez perçue et qui expliquerait la raison pour laquelle en sport co on est aussi fort, et particulièrement en handball d'ailleurs? Ce qui est génial, c'est que c'est Olivier qui a eu le mot assez juste. On fait preuve en France d'une mixité culturelle assez extraordinaire. Je vois cette équipe de France avec beaucoup de joueuses que je connais bien pour en avoir entraîné quasiment 80% à Metz et ou à Mios dans mon club précédent. Il y a une mixité culturelle avec énormément de savoir-faire, de savoir-vivre. Il y a des gens qui s'apportent plein de choses. Je veux dire, ce que est capable de faire Estelle Zeminko, Roland Canor et Méline Nokandi, il n'y a pas une autre nation qui a les joueuses de ce profil-là. Et puis à côté, on a Laura Flip, Hélène Granvaux, Sarah Bouktit, etc., avec des singularités différentes, une ouverture d'esprit assez extraordinaire. Aux Pays-Bas, on n'avait pas un électron libre, quelqu'un qui peut apporter un petit supplément d'âme, un petit peu de technique individuelle, un petit peu plus de vivacité. On avait des joueuses avec sensiblement le même registre. Et aujourd'hui, la France a un panel assez extraordinaire de joueuses pouvant répondre à la plupart des problèmes. Et même quand il n'y a pas la solution de fait collective, il y a quelqu'un qui sort du chapeau du coach et qui arrive à faire des choses extraordinaires. C'est hyper intéressant ce que vous racontez, Emmanuel Mayonade. On rappelle, vous êtes coach du Metz handball. C'est que ça me fait un peu penser au French Flair en rugby, ce truc en plus en fait.
Ouais, complètement, mais c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand je regarde un match de l'équipe de France féminine, alors d'abord, peut-être parce que c'est facile, mais je suis pas inquiet, rarement, parce que j'ai toujours l'impression qu'il y a quelqu'un qui va arriver et débloquer une situation en proposant quelque chose d'assez extraordinaire. Et je le dis, je pousse mes équipes au quotidien à faire preuve d'un maximum de spontanéité, espérant, je l'espère, générer un peu de créativité. Mais en tout cas, la France regorge de joueuses avec ce profil-là. Je pense à Méline, à Esther, à Ali, des joueuses qui ont la responsabilité notamment d'animer le jeu offensif de l'équipe. Et encore une fois, j'ai pas vécu ça, par exemple, avec les Pays-Bas. Vous les avez quand même emmenés au titre de championnat du monde, et contre nous, ça nous a fait mal aussi. Ouais, bien sûr, mais pour le coup, ça restait des choses peut-être encore un petit peu plus prévisibles. Donc voilà. Hyper intéressant. Merci beaucoup Emmanuel Mayonade d'avoir été avec nous sur Sud Radio, et on imagine que vous allez suivre comme nous sur Sud Radio à partir de 13h30 le quart de finale de l'équipe de France féminine de handball contre l'Allemagne, Maxime. Exactement, et puis on poursuit cette heure olympique sur Sud Radio avec la chronique à venir de Jules Boscherini qui va nous parler de la cérémonie de clôture au Stade de France. On en sait un peu plus, et puis on viendra sur ce coup de gueule qu'a passé David Douillet, parce que figurez-vous que la prime de performance que reçoivent les athlètes français médaillés est imposable, et ça je peux vous dire que ça lui a pas plu du tout. À tout de suite sur Sud Radio. On est encore ensemble pendant une grosse demi-heure pour vous faire vivre en direct évidemment tout ce qui se passe de phénoménal durant ces Jeux Olympiques, et c'est l'heure de la chronique de Jules Boscherini. Bonjour Jules. Bonjour Maxime, bonjour Joseph, bonjour à tous. On va parler cérémonie de clôture politique, c'est clairement le programme du jour, parce que c'est vrai que cette clôture elle se profile quand même à une vitesse fulgurante. C'est déjà dimanche malheureusement, et on commence heureusement à en savoir un peu plus. Oui, l'organisation des Jeux de Paris veut qu'elle reste comme un souvenir indélébile, et la veut empreinte d'audace, de fraternité et d'émotion. Les contours de cette cérémonie de clôture commencent à se dévoiler. Alors, dites-nous tout. Tout d'abord, on a le nom du spectacle, Record. On sait aussi que ce sera au Stade de France. Et puis, il y a les invités de marque, comme par exemple cet acteur très connu. Ça vous dit quelque chose? J'espère bien que ça vous dit quelque chose. J'espère d'ailleurs que vous avez reconnu de qui je veux parler. Bien sûr. Voilà, donc, Tom Cruise doit être présent pour cette cérémonie de clôture, rien que ça. Alors d'après ce qui se dit, l'acteur de 62 ans devrait faire une cascade. Il est supposé descendre du toit du Stade de France pour récupérer le drapeau olympique. Mais ce n'est pas tout. Une séquence préfilmée doit être elle aussi diffusée. Je vous en dis un peu plus. Tom Cruise qui saute sur une moto en direction d'un avion qui le transporte à Los Angeles. Pas mal comme passage de relais. Vraie mission impossible. Ouais. Effectivement, mais il y a certainement d'autres artistes de prévu, Jules. C'est plus que probable, car il y en avait déjà lors de la cérémonie d'ouverture. Selon les informations de nos confrères du Parisien, les groupes français Air et Phoenix sont censés jouer dimanche. D'autres noms comme Beyoncé sont évoqués, mais rien de sûr pour le moment. Et du coup, il y a aussi ce procès contre la gauche qui est fait. On va en parler juste après aussi avec François Piquemal, le député LFI. Et il y en a beaucoup, apparemment, la gauche serait un peu anti-sport. On l'accuse tout du moins de négliger les Jeux Olympiques. Résultat, la gauche est pointée du doigt sur les réseaux sociaux et pas que par la population civile. L'opposition n'hésite pas à enfoncer le clou. C'est le cas notamment du député RN de la Somme, Mathias Renaud. Je cite, « La gauche n'a jamais aimé les compétitions sportives, sauf lorsqu'il s'agit de célébrer des régimes communistes. Tout ce qui lui échappe et contribue à la communauté nationale est Tony. » Voilà, vous avez d'ailleurs pu entendre ce matin la réponse, j'imagine que c'était là où vous vouliez en venir. La réponse de Fabien Roussel, secrétaire national du Parti communiste français, c'était ce matin sur Sud Radio. C'est pas vrai. Après, qu'il y ait des dirigeants qui n'expriment pas leur passion pour le sport, c'est leur problème. Mais ici, de gauche et de droite, dans le camping où je suis, on est devant nos écrans, la plage, le soir, autour de l'apéro, en train de regarder des compétitions, et on est tous unis, quelle que soit notre couleur politique. Il n'y a pas de gauche qui n'aime pas le sport. Je pense pas, franchement. Voilà, ça a l'air plutôt bonne ambiance au camping de Fabien Roussel, ce serait bien de prendre exemple. Et on le remercie encore d'être venu sur Sud Radio ce matin à 10h15, parce que depuis son camping corse, il a quand même pris le temps de venir nous parler. J'avais une question pour vous, Joseph. Est-ce que vous connaissez ce terme-là, casser du renard? Le casser du renard, absolument pas, Jules. C'est quoi ce truc? C'est une technique française, en athlétisme française, puisque c'est les Français qui en ont fait une spécialité. Et c'est ce qui s'est passé avec Raphaël Mohamed sur le 110 mètres haies. Il s'est qualifié pour ses demi-finales, ça s'est joué à quelques
centième. Et en fait, le casser du renard, c'est le fait de casser son corps en allant vers l'avant de la ligne pour finir plus rapidement. Ah voilà, c'est French Touch parce qu'on connaît le casser, tout simplement, comment casser sur une ligne en athlée. Mais le casser du renard, c'est la dénomination française. Et j'aime beaucoup ça, Jules. Bon, ça, c'était un peu l'extra sportif. On va revenir à la réalité. Quel est le programme du jour? Début des choses sérieuses pour les féminines en handball. Vous l'avez évoqué avec votre invité. Un quart de finale contre l'Allemagne à 13h30. Un match plus qu'à la portée des championnes olympiques en titre. Même objectif pour les basketteurs tricolores qui affrontent le Canada en quart de finale. Ce sera à 18h. Et ça risque d'être un petit peu plus compliqué pour les Bleus après la rouste reçue face à l'Allemagne. Il va falloir hausser son niveau de jeu. Ouais, et puis des chances de médaille pour les tricolores. Ce sera très difficile, mais c'est le cas à Saint-Quentin en Yvelines notamment, où les Bleus de la vitesse par équipe veulent récidiver après le bronze mondial en 2023. Ils entrent en lice à 18h59 pour le premier tour. Et en cas de qualification, la médaille se jouera moins d'une heure plus tard, à partir de 19h55. Sans oublier la Française Alice Finot sur le 3000 mètres steeple à partir de 21h14. Elle est championne d'Europe en titre et a clairement toutes ses chances de médaille. Merci beaucoup pour ces informations, Jules. Merci. Et puis surtout, vous nous avez quand même passé le générique de Mission Impossible et ça, on ne peut pas s'en passer. Merci beaucoup. On se retrouve demain parce qu'à présent, on va être au téléphone avec un député LFI, camarade Joseph, parce que un ancien judoka qu'on connaît bien ici sur l'antenne de Sud Radio, David Douillet, a passé un petit coup de gueule. Ouais, effectivement, parce que les athlètes français médaillés lors de ces Jeux Olympiques de Paris 2024, ils reçoivent une prime sur performance, notamment pour les médaillés. Mais cette prime, elle est imposable, ce qui n'était plus le cas. Et ça a passablement énervé David Douillet. Du coup, sur l'antenne de RMC, il a expliqué que c'était absolument anormal. Et on est en ligne pour en parler avec François Piquemal. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes député LFI de Haute-Garonne. Qu'est-ce que vous en pensez, David Douillet? Il dit, pour certains athlètes, c'est de l'argent de poche et pour d'autres, dans de petits sports, c'est immense. Fiscaliser ça, je trouve que c'est une honte. Est-ce que c'est une honte, François Piquemal? Alors moi, avec tout le respect que j'ai pour l'immense champion qui est David Douillet, je pense qu'il prend le mauvais angle. Par contre, ce qu'il dit, parce que j'ai lu l'intégralité de son propos, je me suis pas arrêté à cette phrase, et il dit quelque chose avec lequel je suis d'accord, c'est-à-dire que souvent une médaille olympique, c'est 10 à 15 ans de travail, sauf pour des gens qui ont des potentialités comme Léon Marchand, mais ce que ça revêt, c'est aussi la difficulté pour les sportifs de haut niveau. Il y en a aujourd'hui plus de 16 000 en France, et la plupart sont en fait dans la précarité et sont parfois sous le seuil de pauvreté parce qu'il n'y a pas de dispositif qui les accompagne. Celles et ceux qui ont été accompagnés, par exemple, de manière correcte et cohérente pendant les Jeux Olympiques sont une infime partie de nos sportifs de haut niveau. Alors on va le rappeler, François Piquemal, on va rappeler quand même qu'il y avait 40% des athlètes français à Rio qui étaient sous le seuil de pauvreté. Il y en a 0 aujourd'hui. Ils ont été accompagnés. Maintenant, on va pas dire qu'ils sont en train voilà, ils n'ont pas de l'argent qui coule des poches, nos athlètes, mais c'est une réalité. Voilà, ils sont plutôt dans une relative précarité, mais pas sous le seuil de pauvreté quand même. Alors si, je vous assure qu'il y en a beaucoup qui le sont parce que ceux qui ont été accompagnés, ils sont très peu nombreux. C'est 332 qui ont eu un soutien financier réel de plus de 2000 € pour les JO. On a 571 athlètes qui sont aux JO français et il y en a 16 000 qui sont des sportifs de haut niveau. Et d'ailleurs, vous les médias, vous avez à raison fait des articles montrant un certain nombre de sportifs et sportifs obligés de faire des cagnottes en ligne pour pouvoir avoir une préparation correcte, on va dire, pour ces Jeux Olympiques. Donc, celles et ceux qui sont accompagnés, c'est en fait une infime partie, des sportifs de haut niveau. Et par exemple, la question de l'imposition des primes pour les médailles, eh bien, cet argent-là pourrait aller justement dans une caisse qui sert à aider les sportifs de haut niveau dans leur ensemble et pas que les médaillés olympiques. Mais du coup, est-ce que ça peut pas récompenser directement les médaillés? Est-ce que le fait, avant c'était défiscalisé, est-ce que c'est pas non plus dommage de les avoir à nouveau fiscalisés alors que ça les récompensait directement? Ce qui est le fruit d'un travail olympique, c'est 8 ans environ et donc ça fait une prime, c'est quelque chose comme 4 € par jour quand on ramène à 8 ans. En fait, le problème, pour moi, il n'est pas là. Le problème, il est comment on accompagne sur le long terme nos sportifs de haut niveau et pas que le côté bling-bling et médaillé. Parce que celles et ceux qu'on va accompagner aujourd'hui, qui aujourd'hui sont peut-être pas, ont pas les capacités,
pour être médaillables. Mais c'est peut-être ceux qui dans 4 ans le seront. Ça, personne ne le sait. On sait comment c'est le sport. C'est beaucoup de variables, des blessures, des contingences qui vous appartiennent pas. Et nous, on est davantage pour massifier le soutien aux sportifs de haut niveau que d'en privilégier juste ceux qui ont la chance d'avoir une médaille d'or. Et dont d'ailleurs, moi, je n'en ai entendu aucun se plaindre du fait qu'il y avait une fiscalité sur leurs primes. Et la plupart d'entre eux, Léon Marchand, qui est de chez moi à Toulouse, l'a bien dit, son but à lui, c'est qu'il y ait le plus de pitchouns qui puissent apprendre à nager. Et si on veut qu'ils puissent apprendre à nager, eh bien, c'est aussi faire en sorte qu'il y ait des équipements publics et des éducateurs qui soient formés. François Piquemal, est-ce que ça, c'est pas et qui soient bien payés, correctement rémunérés. Mais François Piquemal, est-ce que ça, c'est pas tout simplement l'objet d'une politique sportive beaucoup plus large à un niveau d'État, plutôt que le but d'une simple taxe sur les médailles qui, objectivement, renvoie peut-être une image un peu délicate de savoir qu'on va aller chercher de l'argent jusqu'au moindre petit effort sportif? Mais en fait, pour moi, le débat, c'est pour ça que je disais que l'angle est mal choisi. Parce que la question de fond que pose David Douillet sur le soutien aux sportifs de haut niveau sur le long terme est pour moi la bonne. Celle de la fiscalisation des médaillés, pour moi, est en fait assez... moi, j'y suis favorable, mais c'est assez accessoire. Et par contre, vous avez mis le doigt sur le vrai problème. Et moi, j'aimerais qu'il y ait des débats là-dessus, parce qu'on parle beaucoup des JO. C'est au-delà des médailles, quelle politique sportive en France ? Et le nouveau Front populaire, par exemple, a présenté des mesures claires. On est pour qu'il y ait 1% du budget de l'État qui soit alloué au sport, une extension du chèque sport à 150 € et son élargissement, la reconstitution des emplois aidés, la rénovation des équipements et la création de nouveaux équipements qui soient inclusifs. Donc il y a plein de propositions et de débats à avoir sur le sport. Je vais vous donner juste un chiffre quand même qu'on a tendance à oublier suite à l'inflation. Il y a 24% des Français qui avaient une activité sportive en 2022 qui ont dû y renoncer en 2023 parce que les licences coûtent trop cher, parce que les salles de sport ont augmenté leurs tarifs et parce que aussi il y a un problème de temporalité pour pouvoir accéder au sport, et on sait à quel point c'est essentiel dans la vie en matière de santé publique. Patrick Vignal, sur l'antenne de Sud Radio, il y a quelques jours, dans les vraies voix, ex-député Renaissance, on rappelle, évoquait la possibilité d'avoir une retraite, notamment pour les anciens sportifs. Est-ce que du côté de la France Insoumise, vous êtes d'accord avec cette idée-là ? On est plus que d'accord, puisqu'on a déposé une proposition de loi avec ma collègue Karen Hérodi pour qu'il y ait une retraite pour les sportifs de haut niveau qui ont exercé leur sport avant 2012, parce qu'aujourd'hui il y a un régime un peu particulier qui fait que après 2012 on comptabilise vos trimestres et on les compense, parce que quand vous êtes sportif, souvent vous consacrez soit pleinement à votre sport, soit vous êtes à temps partiel et donc vous ne cotisez pas à taux plein. Et aujourd'hui, il y a 35 000 sportifs de haut niveau passés qui ont exercé avant 2012, qui ont cette problématique-là. Je pense notamment à Philippe Candeloro qui s'est exprimé sur le sujet. Chez nous aussi, sur les vraies voix, on l'entend. Et à Malia Metella notamment, qui est passée elle aussi par Toulouse et les Dauphins du TOEC et que je salue. Et donc, si vous voulez, on a déposé cette proposition de loi lors de la précédente législature. On va essayer de la redéposer, je pense, à la réouverture de l'Assemblée. Mais c'est un vrai sujet, effectivement, que celle de la retraite des sportifs de haut niveau. Merci beaucoup, François Piquemal, député La France Insoumise, d'avoir été avec nous sur Sud Radio. Exactement, et puis il y a une transition qui était déjà toute faite puisque notre député a parlé de Toulouse, donc c'est juste l'occasion de marquer une très courte pause, et avec l'ami Quentin Gérard on reviendra sur les Toulousains qui visiblement sont pourvoyeurs de médailles françaises dans ces Jeux Olympiques. À tout de suite sur Sud Radio. De passer ces Jeux Olympiques en direct avec vous sur Sud Radio et de vous les faire vivre évidemment. Et puis on va se focaliser, cher Quentin, rebonjour. Rebonjour Maxime. Sur les Toulousains qui sont pourvoyeurs de médailles françaises. Sur nos 48 distinctions, 6 ont été remportées par des locaux, dont 5 en or. Et c'est pas fini. Plusieurs sont certains d'en ramener d'autres, Quentin. Mais oui, il n'y a pas que la natation et le rugby à Toulouse. Léon Marchand et Antoine Dupont ne sont pas les seuls stars de la ville rose. On regarde aussi l'athlétisme et plus précisément le saut en longueur. C'était il y a quelques minutes, aux alentours de 12h15. Hilary Tacha s'est qualifiée de justesse pour la finale avec un dernier saut à 6,59 m. Réaction au micro de France 2. Je me suis fait peur. J'ai eu du mal à trouver mes marques en fait au début. Je pense que j'avais peur de me lancer, un peu crispée peut-être.
Et en fait, sur mon dernier saut, mon coach, il me dit, avant mon dernier saut, mon coach, il me dit, oh, on est là pour se faire des souvenirs. Lâche-toi, vas-y. Et en fait, je pense qu'il me fallait ça pour me remobiliser. Et la Toulousaine, c'est donc réussi pour la Toulousaine qui va concourir en finale jeudi à 20h. On sera également attentif aux 800 mètres demain, peu avant midi. Parmi les 3 Français sur la ligne de départ, il y aura Benjamin Robert, né à Toulouse il y a 26 ans. Et après l'athlétisme, il y aura aussi de la boxe avec 2 Toulousains en finale. Oui, Sofiane Oumia en moins de 63,5 kilos. Il va affronter Islirandi Alvarez, le Cubain, demain à 22h30. Bilal Benhamad sera lui contre Hassan Boy Dumastov jeudi à la même heure. Et si les 2 athlètes sont déjà assurés de ramener une médaille, ils visent évidemment l'or. Et Quentin, on sera tous devant notre télé. Il faudra l'être vendredi, finale des Bleus en football avec un Toulousain dans l'équipe. Oui, c'est Guillaume Rest, le gardien de 19 ans, titulaire avec Toulouse déjà en Ligue 1. Il sera aussi dans les buts pour affronter l'Espagne à 19h vendredi et on espère à l'issue du match avec une nouvelle médaille d'or. Eh bien écoutez, on va tous suivre ces Toulousains qui apparemment permettent à la France de briller et pas n'importe comment avec de l'or. Et pas avec n'importe qui. Merci beaucoup Quentin, on vous retrouve évidemment demain. C'est l'heure de rentrer dans nos JO vus d'ailleurs avec déjà un chiffre étonnant. C'est 9 secondes 40. 9 secondes, pardon. Exactement. 9 minutes, c'est beaucoup moins performant quand même. 9 secondes 40 parce que pour la première fois dans l'histoire des Jeux Olympiques, tous les finalistes du 100 mètres ont couru en moins de 10 secondes. Mais la science a peut-être une explication, Joseph. Ah, effectivement, Maxime, je sais pas si vous avez pu voir cette photo finish absolument incroyable. Habituellement, on a par exemple eu l'habitude de voir Usain Bolt être largement en avance sur les autres, avoir un 8e qui est un peu plus en retard. Là, les 10 c'était sous les 10 secondes et il a vraiment fallu une photo finish pour voir qui était quasiment dans le podium et place par place, c'était assez impressionnant. Et apparemment, il y a des modélisations qui montrent qu'ils sont de plus en plus resserrés et que la limite et le meilleur temps possible serait 9 secondes et 40. Et non pas 9 minutes. Exactement. Et non pas 9 minutes. Là, on parle vraiment de sprint et du 100 mètres, l'épreuve phare des Jeux Olympiques. Et pour en parler, on est à l'antenne avec le professeur Fabrizio Buccella. Bonjour. Oui, bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes docteur en physique et professeur de mathématiques, de l'incertitude et de logique à l'Université libre de Bruxelles. C'est vraiment top de vous avoir parce que ça m'a quand même un peu étonné. 9,40. On rappelle que le record du monde d'Usain Bolt, c'est 9,68. Que Noah Lyles, l'Américain qui est champion olympique, est quand même encore assez loin. Mais voilà, 9 secondes et 40 centièmes. Pourquoi 9 secondes et 40 centièmes? Écoutez, on a fait tourner plusieurs modèles, si vous voulez, mathématiques, sur base soit de données réelles, soit de données prises en laboratoire ou sous des athlètes qui couraient sur piste avec des capteurs. Et les différents modèles mathématiques, malgré le fait qu'ils sont différents entre eux, si vous voulez, arrivent à peu près tous à la même conclusion, à savoir cette limite de 9 secondes 40. Alors bien sûr, c'est une sorte de prédiction quelque part sur la base d'un grand nombre de données réelles et simulées et de données prises en laboratoire, mais c'est assez impressionnant de voir que différents modèles, par exemple, on a fait tourner des simulations de Monte-Carlo sur un énorme set de données et ils des simulations de Monte-Carlo. Oui, ce sont des simulations, si vous voulez, mathématiques complexes qui font par ailleurs référence à Monte-Carlo, si vous voulez, à la ville, si vous voulez. D'accord, ok. Lorsqu'on les a mises au point, et ces simulations, par exemple, arrivent à 9 secondes 40. On a aussi fait tourner des modèles logarithmiques. On arrive à 9 secondes 40. Donc on a plusieurs modèles qui, indépendamment les uns des autres, arrivent à une sorte de limite. Et on l'interprète, bien sûr, parce que le modèle ne nous dit pas la raison du 9,40. Et à un moment donné, alors il faut avoir une interprétation. L'interprétation pourrait être une sorte de limite physiologique de l'être humain tel qu'il est conçu aujourd'hui, c'est important, qui ferait qu'il ne pourrait pas réaliser un effort plus puissant dans un laps de temps aussi court. Alors ça veut dire quoi tel qu'il est conçu aujourd'hui? Ça veut dire que avec l'évolution et peut-être, je sais pas moi, si 2 sprinteurs se reproduisent entre eux, est-ce que génétiquement ils pourraient créer un humain capable d'aller en dessous les 9,40, sachant qu'on parle évidemment de théorie. Professeur Fabrizio Buccella, on rappelle, vous êtes docteur en physique et professeur de mathématiques.
Oui, tout à fait. Alors, si vous voulez, et de mathématiques et de physique d'ailleurs aussi. Mais vous avez à 100% raison de le signaler. On a d'ailleurs les modèles eux-mêmes le précisent. On ne tient pas compte, par exemple, de ce que vous avez évoqué, à savoir une sélection génomique. Donc, si on commence à sélectionner les meilleurs athlètes et la faire se reproduire entre eux, comme on fait avec on va donner des mauvaises idées, effectivement, mais oui, mais je dis voilà, après, la science, elle analyse tous les scénarios possibles. Ce n'est pas ici, je suis pas en train de le prôner, hein, bien entendu. Oui, bien évidemment, on a bien compris, ça. Pas de problème. On est bien d'accord. On est bien d'accord. Ce sera pas mal interprété. Non, mais ça tient compte de c'est multifactoriel, on l'entend bien. Et je sais pas si effectivement les études tiennent compte, par exemple, apparemment sur cette piste de Saint-Denis, ils utilisent des pointes depuis plusieurs mois. Les pointes, ce sont les chaussures utilisées par les athlètes et qui seraient particulièrement performantes et qui permettraient d'aller encore plus vite. Donc on entend bien que c'est une théorie, professeur Fabrizio Buccella, que ce n'est pas nécessairement une certitude que personne ne passera sous les 9,40 ensuite. Vous avez résumé bien mieux que je ne pourrais le faire. Hein. Non, vous l'avez très bien dit. Entre guillemets, c'est la théorie dans l'état actuel de nos connaissances. Si on devait aujourd'hui faire un pari sur le fait que dans les 10 ans, on descend sous les 9 secondes 40, moi je suis prêt à parier qu'on n'y descendrait pas, mais voilà, le professeur de mathématiques de l'incertitude vous dit que c'est pas certain. Ouais, effectivement, la glorieuse incertitude du sport aussi. Et il y a eu un autre record du monde, un record du monde d'ailleurs hier, c'est Armand Duplantis en saut à la perche. Il a fait 6,25 m. Alors évidemment, il y avait une ambiance absolument dingue. Et d'ailleurs, même Noah Lyles, le champion olympique de 100 mètres, était absolument dingue face à ce record du monde qui a été battu hier à Saint-Denis pendant les Jeux Olympiques. On voit bien qu'il y a une limite à 9,40 théorique sur le 100 mètres. Est-ce qu'il y a une limite sur le saut à la perche qui serait autour du record olympique et du monde du coup de Armand Duplantis? Oui. Alors là, par contre, ça c'est la théorie qui est en jeu. Donc là, ce sont plus des modèles, c'est la théorie, la physique la plus puissante. C'est la conservation de l'énergie. Et fondamentalement, ce que fait Duplantis, mais ce que font les autres perchistes aussi, c'est qu'ils transforment la vitesse de leur élan, qui est une énergie cinétique, en énergie potentielle, c'est-à-dire une énergie de hauteur. Et en fonction de la vitesse qu'ils arrivent à avoir, Duplantis hier, il avait on l'a flashé entre guillemets à 37 km/h lors de son record du monde. On oublie qu'effectivement c'est un peu des sprinters aussi les perchistes. Non, à 37 km/h avec une perche de 5,20 m sur l'épaule, faut y aller quand même. Hein. Donc effectivement avec cette vitesse-là, il n'y a pas photo, vous ne pouvez pas monter beaucoup plus haut que 5 mètres. Parce que dans ce cas-là, vous devriez créer de l'énergie. Et ça, la physique vous l'interdit. Alors vous allez me dire, mais il me manque encore 1 mètre. Alors le mètre qui vous manque, c'est le fait que l'athlète va se redresser lui-même au bout de la perche. Et ça, c'est son énergie musculaire à lui qui lui permet de gagner ce dernier mètre qu'on appelle le mètre du centre de gravité de l'athlète. Et donc, on est, par rapport à la vitesse que les perchistes peuvent avoir avant de caler la perche dans le blocage là, eh bien on arrive petit à petit au bout. Hein. D'ailleurs, je pense que Duplantis a évoqué le fait qu'il pourrait monter à 6,30, mais il n'a pas dit qu'il pourrait monter à 7 mètres. Donc il faudrait courir beaucoup plus vite. Ouais, ça va être un grand défi. En tout cas, on imagine bien qu'il y a par exemple aussi des coureurs de 100 mètres. S'ils veulent des nouveaux défis, peut-être qu'ils pourraient se mettre à la perche, professeur Fabrizio Buccella. Oui, alors il faut faire attention parce qu'il faut avoir un rapport poids-puissance efficace. Et j'ai plus en tête les tableaux de combien pèsent les coureurs de 100 mètres parce que en vérité, ce dernier moment où l'athlète se redresse sur sa propre perche est un moment relativement impressionnant et relativement difficile à réaliser. Et là, il faut pas que l'athlète soit trop lourd non plus. Ouais, il casserait quelques perches, effectivement, les sprinters. Pardon, excusez-moi. Il casserait quelques perches, je veux dire, les sprinters. Casser quelques perches. C'est un peu ou d'ailleurs, hier, on a vu, il me semble que c'était le 3e qui à un moment donné, a fait un essai où il n'a pas été bien loin parce qu'il avait sélectionné une perche dure et il n'avait pas suffisamment de vitesse pour réussir à la tordre et à la plier. Hein. Ouais, ça, c'était de nouveau la physique. Alors, on entend tous les rapports entre le sport et la physique. Professeur Fabrizio Buccella, on le rappelle, vous êtes docteur en physique. C'est intéressant. Est-ce qu'il y a des sportifs
de temps en temps qui peuvent vous appeler pour essayer d'avoir des modélisations, pour savoir comment aller plus vite. Est-ce que c'est possible? Est-ce qu'il y a des frontières qui existent et des échanges entre le monde de la physique et le monde du sport professionnel? Oui, alors il y a énormément d'échanges qui se font et je dirais et de plus en plus, sachant bien sûr que ça reste entre guillemets un soutien vraiment de deuxième ou de troisième ligne, parce que avant cela il y a toute la discipline, l'entraînement du sportif et bien sûr aussi si vous voulez l'entraînement mental et psychologique. Mais par exemple, pour revenir aux 100 mètres, un des modèles a mis en évidence que ce qui est important pour essayer de gagner encore quelques secondes sur le 100 mètres, ce n'est pas tellement d'augmenter le nombre de foulées, mais c'est la puissance qui est réalisée à chaque foulée. Et donc ça, on peut augmenter la puissance par foulée avec des entraînements spécifiques et les athlètes le font. En fait, en vérité, les athlètes le font et donc vous voyez qu'il y a une percolation très très grande entre le milieu scientifique et le milieu de sportifs de très très haut niveau qui ont besoin de ces informations-là et qui prennent la peine de les prendre. Eh bien, merci beaucoup, professeur Fabrizio Buccella. On le rappelle, vous êtes docteur en physique et professeur de mathématiques de l'incertitude et de logique de l'Université libre de Bruxelles. Exactement, merci beaucoup Joseph. On vous retrouve demain à la même heure, au même endroit pour ces Jeux Olympiques dans tous leurs états avec, on l'imagine, encore de belles performances et vous retrouvez évidemment la suite de l'après-midi. Vous la passez sur Sud Radio, vous n'avez pas le choix, tout de suite.